Utopie et consommation. Colloque du Cercle de l'Obsoco, 10 octobre 2019. François Attali, professeur au CNAM. L'utopie du désastre ou l'enjeu d'une consommation du négatif. Pour commencer, je voudrais revenir sur une des questions que nous nous posions quand on a eu l'idée de ce colloque. Y a-t-il encore des utopies possibles ? Au fond, si les utopies constituent l'imaginaire de notre futur, la question que nous nous posions était celle de savoir si nous sommes encore capables d'imaginer un avenir possible et désirable. De fait, nous sommes inscrits aujourd'hui dans une aventure si radicale de la rupture scientifique, technologique, démographique, sociale, écologique et j'en passe, que la question du « où va-t-on » est la question centrale de notre moment contemporain. Ce qui nous taraude, au fond, c'est de savoir où nous allons et surtout de savoir si nous allons quelque part. Dans la déconvenue du présent et au sortir de notre dernière utopie, celle de la fin de l'histoire, il semble en tous les cas que nous ne puissions plus croire au lendemain qui chante. Dire la fin de l'histoire, c'était vouloir marquer la fin de toutes les utopies désastreuses du XXe siècle. Seule la raison capitalistique et libérale, soi-disant libérée de toute idéalité, devait l'emporter. La fin de l'histoire a pourtant pris du plomb dans l'aile. L'attentat du 11 septembre 2001 est probablement le moment fondateur de ce basculement. Avec lui s'est érodé le rêve d'un monde trouvant naturellement son propre équilibre, le rêve d'un monde qui ne serait plus habité ni par la haine, ni même par la violence, un monde qui aurait aboli toutes les frontières, un monde ouvert, mobile et sans conflit. Un monde d'hommes ne connaissant plus le manque. Je vous rappelle que la famille devait être éliminée de la planète en 2030. Elle n'a fait que s'accroître depuis 3 ans. Fin d'un rêve et peut-être de toutes les utopies. Et pourtant, une utopie occupe pleinement l'espace aujourd'hui, c'est l'utopie du désastre. Une utopie fertile et diffuse. D'une façon ou d'une autre, tout le monde en parle. Mais une utopie qui renouvelle le genre. Une utopie qui ne rêve plus d'un monde enchanté, mais qui au contraire se construit autour d'un imaginaire du négatif. Non plus la fin de l'histoire, mais la fin du monde, ou pour le moins la fin de l'homme. Désastre au pluriel en cascade, réchauffement climatique, catastrophe écologique, transhumanisme, l'homme d'aujourd'hui ne sera plus. Et force est de constater que cette nouvelle utopie, dominée par une promesse du négatif, énergise notre consommation. L'enjeu des marchés contemporains, et surtout, disons-le bien sûr, celui des mieux nantis d'entre nous, n'est-il pas de trouver les leviers de la consommation d'une non-consommation ? Non plus vivre dans l'excitation du désir, mais dans son extinction progressive. Pourquoi ce renouvellement du genre ? Veut-on ainsi conjurer le sort ? Inventer une utopie du négatif pour éviter, dans un mouvement superstitieux, en partie inconscient de lui-même, le désastre de toutes les utopies du XXe siècle ? Puisque l'utopie du meilleur des mondes mène toujours à un futur désastreux, inventons l'utopie du désastre qui peut-être nous permettra d'aboutir à un futur merveilleux. Où cherche-t-on refuge dans la nostalgie ? L'annonce du désastre ne serait que le rêve d'une retrouvaille avec le paradis perdu. Ce serait le dernier combat d'une génération, celle du baby-boom, qui a dominé le monde depuis l'après-guerre, mais qui ne sera plus lorsque le futur adviendra. Le futur, pour eux, serait dorénavant notre passé. Une façon de renoncer à lui, le futur, mais aussi de conjurer la mort, voire de l'abolir. Cherche-t-on au contraire un véritable renouveau ? Nous serions en train de rêver d'un véritable renouveau et pour y arriver, nous pensons devoir par nécessité repasser par la case départ, tout raser pour recommencer à neuf. Une tentation somme toute bien occidentale, si on en croit François Julien qui dénonce en nous ce désir d'éradication et de remise à zéro. Un désir qui trouve sa source dans une posture bien présomptueuse, qui nous maintient dans la position d'auteur et de maître, une volonté de toute puissance, qui nous condamne en fait à la culpabilité narcissique et mélancolique. Une position qui se construit au détriment d'une humilité qui nous permettrait d'accepter de nous inscrire naturellement dans le mouvement du réel. Sommes-nous aussi peut-être en train de découvrir les bienfaits du renoncement ? Ainsi serions-nous en train de rentrer dans l'ère de la consommation du négatif pour remplacer le toujours plus par un toujours moins qui serait un moins de vouloir. Non plus « je veux tout » comme le disait Le Sieur, mais « je préférerais ne pas ». Le mouvement contemporain nous conduirait ainsi à renoncer à notre fantasme de toute puissance et à admettre que pouvoir, c'est ne plus vouloir. Une acceptation qui nous ouvrirait sur le possible de l'impossible.
il nous l'offrirait sans doute aussi. Ce serait ainsi le paradoxe de notre utopie contemporaine, une utopie qui sait qu'elle ne peut échapper à produire le désastre que si elle accepte de n'être qu'une fiction et non une volition. Mais peut-être est-on réellement sous la domination du travail du négatif. Nous serions alors en train de générer une utopie non plus alimentée par la pulsion de vie, mais envahie par la pulsion de mort, dont la force agissante serait en train de nous déborder, voire de nous dévorer. Au fond, ce serait le désir de mort qui nous dominerait aujourd'hui et nous serions en train de nous suicider. Si c'est le cas, de quoi s'agit-il si ce n'est de la mise en scène d'un rêve mélancolique au sens psychopathologique du terme ? De cette notion, il faut retenir les deux termes, celui du rêve et celui de la mélancolie. Le rêve appelle interprétation, et c'est ce que nous tentons de faire en essayant de dévoiler le désir qui se cache et surtout circule dans nos certitudes contemporaines. La mélancolie mérite quant à elle quelques commentaires. Au cœur de la mélancolie, il y a le deuil, qui, comme tout deuil, est d'abord le deuil de soi. Deuil de soi parce que quand l'autre meurt, nous souffrons narcissiquement de ne plus exister pour celui qui a disparu. Celui qui nous a quittés, non seulement nous manque, mais aussi nous a laissé tomber. C'est pourquoi si souvent nous lui en voulons tant d'être mort. Ainsi, toute disparition est-elle double, et tout disparu a-t-il son double, qui n'est autre que soi-même, tant sont confondus le disparu et notre propre disparition en lui. Un autre que nous devons incorporer pour ne pas disparaître nous-mêmes. Mais dans le deuil mélancolique, il y a une façon particulière d'absorber en soi celui qui manque. Et le deuil dont il est question ne s'opère pas à l'occasion d'une mort réelle, mais parce que le mélancolique voudrait garder en lui celui à qui il reproche de ne pas suffisamment l'aimer. Plutôt que de ne pas suffisamment exister pour lui, avec rage, le mélancolique dévore psychiquement son objet d'amour. Dans un double mouvement de préservation, il le garde en lui pour ne pas le perdre, et un mouvement d'attaque, le faire disparaître parce qu'il n'existe pas assez pour lui. Celui qui m'avait attaqué en ne m'aimant pas assez est celui-là même que j'attaque pour le préserver. L'aimer est donc en soi, tout à la fois protégé et attaqué. Mais c'est au prix d'un deuil impossible. Un deuil impossible où se mêle l'existence persistance de l'autre et sa disparition, l'attaque dont il est l'objet et la culpabilité qui en résulte. Ainsi, le mélancolique est-il finalement amené à se reprocher ce qu'il reproche à l'objet aimé, d'être celui par qui le malheur est arrivé, d'être celui qui n'aime pas assez et qui détruit l'autre. Et si nous sommes aujourd'hui dans un tel mouvement mélancolique, cela voudrait dire que ce que nous nous reprochons, à savoir la destruction du monde, c'est au monde et à la nature que nous le reprochons. Une nature et un monde qui nous auraient trahis en se refusant à notre avidité et à qui nous refusons de pouvoir vivre sans nous. Ainsi préférerions-nous le dire dépendant de nous et souffrant par notre faute, plutôt que d'être dépendant de lui et souffrant de ne pas être tout pour lui. Mais le prix de cette croyance, au demeurant délirante, est le suicide. Mourir pour sauver l'humanité et le monde de notre malfaisance. Espérons qu'il s'agit là d'une hypothèse mal fondée, tant elle sert de façon trop évidente l'imaginaire du négatif. Parions surtout que tous les mouvements évoqués coexistent et que le désir de vie l'emportera. Parions donc que nous saurons aimer le monde et surtout nous aimer nous-mêmes pour ce que nous sommes, c'est-à-dire incomplets, impuissants, mais toujours ouverts à un autre soi-même, au futur et au désir, c'est-à-dire à la vie, même quand elle nous échappe. Retrouvez toutes les actualités de l'Obsoco sur obsoco.com.